Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on sent comme une sorte de fébrilité. Il y a ceux qui voient l'objectif, l'équipe tout en sobriété, auréole verdâtre et Christ au bout du tunnel, la porte du paradis. Bon, ils écriraient quoi pour une finale? Ou alors c'est qu'ils pensent ne pas en avoir besoin. Bon, ceux qui encouragent le Parisien, ce soir, rien d'impossible. Et puis il y a le jeu de mots du jour en une de Sud-Ouest, de la Marseillaise et de l'Indépendant catalan, monté dans le quart. Pour les autres, il y a une vie en dehors du foot. L'opinion, le ras-le-bol des patrons contre l'État, la Croix, Cour de cassation, Cour européenne, quand les juges jugent la loi. Vous nous emmenez à l'école pour commencer ce matin. Mais oui, il y a d'abord la une de Libération, le ministre de l'Éducation nationale, les yeux fermés comme s'il essuyait un conseil de discipline. Hamon peut mieux faire. Il semble d'ailleurs qu'il y aurait du travail ailleurs qu'en France sur les fameuses ABCD de l'égalité, puisque le journal consacre un petit article à cette expression hurlée par les distingués supporters mexicains, puto, autrement dit PD, et que certains voudraient bannir des stades. Le sélectionneur mexicain a répondu que le mot puto vient du, je cite, du nahuatl putotzin, qui veut dire « espérons que le gardien dégage mal ». La FIFA n'a qu'à le traduire comme ça. Ah bah oui. Oui, lui, il mériterait qu'on lui envoie Najat Vallaud-Belkacem. Mais globalement, beaucoup d'éditorialistes regrettent, comme Libération, ce qui apparaît comme un recul du gouvernement. Dans La Voix du Nord, Éric Dussart se fait même lyrique pour expliquer que l'ABCD de l'égalité avait pour ambition de transmettre des valeurs d'égalité et de respect entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Une mission simple et magnifique à la fois, l'expression même de la grandeur de l'école de la République. Pour Pascal Coqui, dans les dernières nouvelles d'Alsace, la mobilisation cet hiver d'une frange minoritaire et ultra-radicale d'activistes aura suffi à plomber ce dispositif qui devait initialement être généralisé à la rentrée. C'est dire la force de caractère et l'état de fragilité de l'exécutif. Seul Dominique Quignot, dans La Croix, voit dans l'exaspération des positions un risque de renoncer à l'objectif premier, lutter contre les inégalités. Parce qu'ils sont des professionnels responsables, écrit-elle, les enseignants ont à cœur d'y veiller avec sagesse et respect, sans prétendre formater la pensée des jeunes élèves qui leur sont confiés. Derrière ces mots durement choisis, on entend la question du rôle de l'école et de celui des familles. D'autant que le Figaro consacre sa une à un autre aspect du problème. Baccalauréat, enquête sur un diplôme bradé. Aucun lien? Eh bien si, parce que même si Yves Tréhard se laisse aller en écrivant que 90% d'une classe d'âge aurait aujourd'hui le bac, en fait c'est 60%, mais 90% de ceux qui le présentent, et 98% si on compte les redoublants. Bon, mais le constat est là, tripatouillage des notes, explosion des mentions pour un résultat. C'est toute l'architecture du système qu'il faut revoir pour que l'école transmette à nouveau des savoirs, et particulièrement aux élèves qui n'ont que l'école pour accéder à ces savoirs. 25% d'élèves en grande difficulté en 6e, 120 000 jeunes sortant du système sans qualification, l'urgence elle est là. C'est l'autre match du jour, Natacha, Algérie-Allemagne. Mais oui, et c'est l'autre débat du jour, c'est celui qui entoure les débordements des supporters algériens. L'humanité commence par cibler l'enjeu principal, éviter le piège identitaire et celui de l'amalgame, ainsi que les débats malsains sur l'intégration. Comme ça, c'est plus simple. Pourtant, dans l'opinion, le chercheur spécialiste de l'islam, Gilles Kepel, n'évite pas le sujet. Il note au contraire la conjonction avec un autre moment d'affirmation identitaire, le ramadan. Le désarroi est social, écrit-il, la réponse est identitaire. À ceci près qu'il raconte aussi l'émergence d'une nouvelle classe de jeunes gens acquis à la libre entreprise en même temps qu'à l'affirmation religieuse via un lobby confessionnel. Bref, des libéraux sur le plan économique qui défendent aussi le libéralisme quand il s'agit d'affirmer leur religion, parfois contre la tradition laïque française. À côté, dit-il, d'autres mettent fin à ce qu'il appelle un tabou et se rapprochent du Front National, donc des tas d'évolutions. Mais sur le site Atlantico, un historien réfléchit surtout à ce qu'il serait encore temps de dire ou faire pour éviter les débordements d'un éventuel match France-Algérie. Oui, même ça, on est en train de l'envisager et cela inquiète. Vous nous emmenez à présent nous rafraîchir, tous à la piscine? Mais oui, beaucoup de journaux reviennent sur la fronde des patrons. Mais l'article économique qu'il faut lire ce matin, c'est la chronique de Jean-Pierre Robin dans les pages Écho du Figaro. On y apprend que les Français sont champions en un domaine, la passion pour les piscines privées. Loin devant les Espagnols, les Italiens et même les Américains. Ce qui va de pair avec la possession d'une résidence secondaire. 3 millions sur le territoire, une aberration économique, quand l'usage est de 30 jours par an en moyenne. Autant de capitaux qui ne seront pas réinvestis, qui ne nourriront pas l'économie. Ajoutons autant de paysages mités par des constructions supplémentaires et des nappes phréatiques vidées. Dans le monde, on apprend que les Suisses ont un autre problème avec les piscines, oui, eux aussi. Alors eux, c'est qu'ils ont interdit le chauffage électrique. Donc panneaux solaires obligatoires, mais autant dire que les oligarques russes et les princes saoudiens
s'asseyent dessus puisqu'en fait il n'y a aucun contrôle. Ce sont des vœux pieux. L'idée est noble. Et c'est là qu'on se dit que les piscines, en fait, c'est très politique. C'est aussi de la politique. On termine avec... on a la question qui fâche à 7h15. Vous avez la vraie question du jour ce matin. Mais oui, le magazine Technicart consacre un article à ce sujet crucial. Les cons vont-ils disparaître ? Alors, je vois votre incrédulité, visiblement. Bon, en fait, on parle du con français typique et même, dit le journal, figure historique du patrimoine français. Et l'exemple qu'il cite, c'est Yves Régnier arrivant à l'émission d'Anne-Sophie Lapix où un cadeau est de mise et avec cette phrase « Bon, les fleurs, ça fait un peu blaireau et j'ai longtemps hésité avec une tondeuse à foufoune. » C'est chic. Oui, face à ce spécimen en une sorte de mécanisme pavlovien déjà 1000 fois répété, écrit Technicart, le site du Nouvel Obs le plus dégaine son sujet outragé de circonstances, Yves Régnier dérape. Bref, nous dit Technicart, le problème aujourd'hui, je cite, c'est que contrairement à ce que nous disait Audiard, justement, les cons n'osent plus enserrer dans 12 000 dictats moraux qui leur font perdre toute spontanéité. En fait, Benoît Hamon a lu Technicart. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.